Bonsoir tout le monde, on est ensemble pour ce nouveau Jump Live. Ce soir nous sommes avec Kevin Stott, champion olympique, champion d'Europe, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe aussi en 2011, un des meilleurs cavaliers français, un des meilleurs cavaliers du monde, longtemps numéro 1 mondial, aussi à la tête de l'IJRC, un organisme dont il va nous parler. Donc voilà, un véritable businessman, et on va essayer de décortiquer un petit peu toute sa vie, qu'est-ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui, et puis un peu aussi l'évolution de notre sport, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à toutes ces choses. Bonsoir Kevin, merci d'avoir répondu favorablement. Comment débuter? C'est vrai que ta carrière est finalement assez courte, mais il y a quand même beaucoup de choses à parler. Ces Jump Live nous servent un petit peu à décrypter les coulisses de champions comme toi ou de champions du passé. On a eu notamment Nelson Pessoa, Marcel Rosier, et puis aussi essayer de faire découvrir des métiers un peu de l'ombre, chef de piste, concepteur de piste aussi. On a eu Arnaud Malgras, la société Equiplus, des propriétaires, des sponsors. Donc voilà, on essaye d'être assez complet et puis de montrer tous ces acteurs qui tournent autour de cette passion cheval. On va essayer de décortiquer un petit peu ta carrière, mais tout d'abord, comment as-tu vécu ce confinement? Je t'avais appelé il y a quelques temps pour des petits conseils lecture qu'on a partagés auprès de notre communauté. J'ai vu que Joël Dicker avait sorti un nouveau livre, tu t'es plongé dedans? Oui, enfin, il a été commandé et je l'ai pas encore reçu, mais ça ne serait tardé. Donc, mais c'est la prochaine lecture en prévision, effectivement. Et donc le confinement s'est bien passé. On a eu Simon Delesme, Marc Lasserre, ces cavaliers que tu côtoies en équipe de France et qui nous ont dit effectivement c'est quand même un mal pour un bien, ou en tout cas on doit tirer le positif en tant que sportif de toutes ces situations. Et ça a permis de préparer des jeunes chevaux, d'y voir un peu plus clair, de remettre à plat peut-être tout le business model de notre société, de notre écurie. Je t'ai vu au concours de ville avec des jeunes chevaux il y a peu. Ça a permis de faire un point d'étape sur sa vie professionnelle. Ouais, je pense que déjà le confinement pour nous, d'un point de vue technique et pratique, ça s'est passé extrêmement bien. Je pense que ce soit Simon, Pénélope, tous les cavaliers que t'as pu, avec qui tu as pu t'entretenir, il y avait aucun souci de ce côté-là. On était vraiment chanceux. Et puis en ce qui concerne le business model, c'est vrai qu'il faut réfléchir à la manière dont on peut se restructurer pour essayer d'être efficace en permanence. Moi, j'ai un système comme pas mal de ceux que l'on vient de citer qui est essentiellement basé sur le sport. Et quand il y a une coupure dans le sport qui est là, générale, mais qui peut être individuelle aussi pour une blessure ou pour autre chose, il faut arriver à quand même avoir une stabilité économique autour de ça. Donc, il y a une vraie réflexion à porter là-dessus. On va essayer de tenir un fil conducteur sur d'abord toute ta carrière sportive. C'est vrai que tu es encore assez jeune, et pourtant j'évoquais ton palmarès en introduction. C'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tes débuts? C'est en 1990, ton grand-père t'achète un poney, et tu intègres aussi à cette période les écuries de Lavaux, les parents de Patrice. Ça a été ça un petit peu le début de ton affinité avec le sport équestre? Ouais, ouais, enfin, le début de l'affinité avec le cheval, ça a été via la Normandie, là où D'accord. j'habite actuellement, mais c'était une propriété familiale où on se rendait régulièrement les week-ends ou en vacances. Donc en Normandie, forcément, tu vois énormément de chevaux autour de toi. J'ai toujours aimé les animaux de manière générale, mais là, c'est vrai que le cheval m'intéressait tout particulièrement. Et quand j'ai commencé à monter, effectivement, ça a été chez les Robert et Denise Delavaux, chez les parents de Patrice et Stéphane, qui étaient basés à Beaumont-le-Roger. Et parce que mes parents, enfin ma mère, avec la pratique d'équitation qu'elle avait à l'époque, était plutôt modeste, mais avait commencé avec les Delavaux, donc forcément, c'était le meilleur contact qu'elle avait. J'ai commencé chez eux. Et quand on est en Normandie, du coup, c'est pas un cliché, c'est vraiment une terre de cheval. On est sensibilisé de près ou de loin au cheval quand on est sur cette terre normande. Oui, 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 tout à fait. Quoi qu'il arrive, où qu'on aille en Normandie, que ce soit dans le Calvados, près de Deauville, là où je suis basé, ou dans la Manche, peu importe où l'on va, il y a des chevaux partout. C'est une vraie terre d'élevage. Quand on voit à la vitesse à laquelle l'herbe pousse, on comprend mieux pourquoi. Mais voilà, donc comme il y a énormément d'élevage, forcément, il y a une véritable industrie du cheval qui s'est construite dans cette région, avec beaucoup d'écuries de concours qui sont installés, qui sont créés. Et il y a je pense, une formidable dynamique en Normandie
qui fait que cette région a été efficace dans le passé à tous les niveaux, élevage, commerce et sport, et continue à l'être, et j'espère encore pour longtemps. Tu n'es pas issu d'une famille très cheval, en tout cas une famille équestre comme les Philipparts ou autres qui étaient plongés dans le haut niveau. Pourtant, en 95 à 14-15 ans, déjà champion de France junior, c'était plus un hobby, comme on pourrait faire du tennis et faire des compétitions, ou ça commençait à devenir sérieux? J'avais vraiment la passion de l'animal. En 95, quand j'ai gagné, déjà c'était pas les championnats, c'était le critérium, donc c'était le niveau du tout. Mais honnêtement, je me noyais dans la masse. Hein, j'étais pas très très bon. L'esprit de la compétition m'a pris peut-être vers 96, 97, 2 années plus tard. Après ce titre de champion de France qui était arrivé complètement par hasard. Hein. J'avais un très bon cheval, je montais normalement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il y avait eu un très bon coaching de Denise Delaveau, la maman de Patrice, qui voulait s'occuper uniquement de cavaliers qui avaient la moelle et qui avaient envie de gagner. Moi, j'étais plutôt prudent à l'époque. Et c'est vrai que ça a été une des premières à me donner cette envie de se surpasser. Mais à ce moment-là, en 96, non, j'aspirais pas à devenir un cavalier de haut niveau. J'avais aucune intention d'en faire mon métier, donc ça a commencé plutôt tranquillement. Justement, quelles ont été les prochaines étapes et qui t'ont amené petit à petit à envisager ça comme un métier? Dans les étapes suivantes, c'est venu progressivement. Forcément, mon grand-père était beaucoup investi et a beaucoup investi pour que j'ai de bonnes années de junior et de jeune cavalier. Par rapport à son investissement temps et financier, je me sentais redevable de vraiment donner le maximum et essayer d'être quand même performant. Donc, je pense vers entre 17 et 19 ans, j'ai pris conscience que j'avais peut-être une opportunité d'en faire un métier, de me lier à cette passion. Et après, je me suis donné la chance de voyager, de partir prendre de l'expérience un petit peu partout, d'abord en France, puis ensuite à l'étranger, et essayer de créer des rencontres, de prendre de l'expérience techniquement parlant, de devenir meilleur cavalier. Mais trouver ma voie, ça s'est fait au fur et à mesure. Forcément, qu'est-ce que l'on peut faire quand on débute et on essaye de monter à cheval le plus possible, et surtout en concours. Ben, une fois que j'avais lâché un petit peu le soutien de mon grand-père et essayé d'en faire ce métier par mes propres moyens, il a fallu travailler soit pour des éleveurs, soit pour des marchands. C'est les deux vecteurs qui permettent de fournir assez de chevaux pour faire de la compétition. Et donc voilà, comme j'avais quitté la Normandie, je me suis plus orienté vers des marchands qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis, je pense, comme Michel Écart, Hubert Bourdi, bien sûr Pierre Baldec plus tard, à la fois continuer à prendre énormément de connaissances équestres, mais aussi de me structurer, d'essayer d'avoir un système qui puisse être pérenne plus tard. Et donc en 2000, tu intègres les écuries d'Hubert Bourdi en Rhône-Alpes et en même temps tu es champion d'Europe jeune cavalier par équipe. C'est un circuit indispensable ça pour performer au niveau senior maintenant? Indispensable, en tout cas, c'est pour moi ça l'a été. C'est un circuit qui est forcément intéressant parce que il te met déjà en situation de compétition, de pression, d'essayer de performer à la fois en équipe et individuellement. Forcément, ça te met déjà en situation pour plus tard. Et je pense vraiment que c'est un circuit qui est sans dire indispensable, qui peut être vraiment porteur pour beaucoup. Donc tu intègres les écuries d'Hubert Bourdi. Jean-Maurice Bonneau et Gilbertrand de Banda qu'on a accueillis ici nous ont vraiment vanté toutes ses qualités. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu as beaucoup appris et tu étais aussi en Rhône-Alpes qui est un peu peut-être le deuxième ou troisième poumon équestre français. Oui, bien sûr. Hubert, c'est quelqu'un qui a été formidable pour l'équitation française. Il avait un style, je trouve, incroyable, une légèreté, une équitation d'une fluidité, je pense, indiscutable, et qui en plus continuait en permanence, après chaque concours, à regarder les autres cavaliers, à s'inspirer de ce qui se faisait de mieux pour évoluer en permanence. Il était sans cesse en évolution dans son équitation.
Et au-delà de l'aspect sportif, un homme d'affaires extraordinaire qui a monté une structure, qui a fait du commerce de très très haut niveau pendant des années. Et après 2002, l'achat de Crackboom, qui est peut-être le premier élément déclencheur de ta carrière senior. Ça s'est fait avec Pierre Baldec en Alsace, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. J'ai travaillé avec Monsieur Baldec pendant pas mal d'années. Je continue encore maintenant. Quelqu'un qui a compté énormément aussi dans ma carrière sportive. Mais au-delà de cet aspect-là, c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect humainement, qui est vraiment comme un deuxième grand-père pour moi. Quand j'ai intégré ces écuries en Alsace, je me posais encore la question de ce que j'allais faire. J'avais pas encore cette prétention de faire du très très haut niveau. Ce que je voulais faire, c'est du concours, un maximum de parcours dans l'année. Il m'a donné l'opportunité de monter plein de chevaux différents, des très bons chevaux. Et c'est vrai que c'est chez lui qu'on a reçu Crackboom, qui venait du Haras du Bois-Margot. Monsieur Baldec recevait souvent des chevaux de là-bas pour les commercialiser. Et donc, on avait Crackboom dans un lot. Il avait 7 ans et il s'est avéré assez rapidement très, très compétitif. Il avait du caractère, il était assez atypique. C'est un cheval qui avait du potentiel. Et mon grand-père souhaitait de nouveau réinvestir dans un cheval. Et bah, voilà, au début, c'était vraiment dans un but purement commercial, essayer de l'acheter et de le revendre rapidement. Et bah, bon, ensuite, il y a eu l'histoire que l'on connaît. Il y a eu, je pense, un énorme facteur chance, c'est qu'on a essayé de le vendre plusieurs fois. Les essais sont pas trop bien passés ou ça n'a jamais été au bout pour X ou Y raison. Et du coup, par la force des choses, on l'a gardé l'année de 8 ans, puis de 9 ans, et voilà, on a continué. Et là, il est encore au champ chez nous en Normandie. Mais c'est assez dingue parce qu'un achat en 2002, tu es encore très jeune. Et puis finalement, nous, on te connaît grâce à ce titre de champion d'Europe à Windsor en 2009. Il y a quand même eu beaucoup de temps. Tu as performé sur quoi? Sur du 2, 3 étoiles. Vous avez mis du temps à avoir des sélections. Comment tu expliques un cheval que tu dis très compétitif rapidement, tu es mis entre guillemets autant de temps à arriver à cette consécration? Qui Bah, aussi, tu n'étais pas favori à Windsor? non, 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 non. Non, non, j'étais loin d'être favori par rapport à l'expérience que j'avais, loin d'être favori par rapport au début catastrophique de championnat que j'ai fait à Windsor, notamment pendant la warm-up où il y a eu une incompréhension totale et j'ai essuyé je sais pas combien de refus pendant cette warm-up. D'accord. Donc non, Crackboom on l'a reçu, il avait 7 ans, donc je disais compétitif, c'était dans des épreuves de 7 ans. Ensuite, à 8 ans, moi, j'avais jamais fait plus haut que du 2-3 étoiles. Bah, j'avais commencé un peu sur ce circuit-là, mais pour un cheval de 8 ans, il commençait déjà à faire des sans fautes dans les 3 étoiles. Et puis ensuite, début d'année de 9 ans, il y avait un rassemblement à Arezzo qui avait été sollicité par Gilles Bertrand de Balanda et Laurent Elias. Et du coup, à l'époque, je travaillais avec Thierry Pommel comme coach privé D'accord. qui me disait bah, tiens, on va aller à Arezzo. Et moi, j'étais pas du tout friand d'aller là-bas parce que je savais qu'il y allait y avoir tous les meilleurs cavaliers français et que moi, je me considérais pas comme l'un d'entre eux. Donc, je disais à Thierry, attends, ça va être à mon avis trop difficile pour nous. Le cheval est peut-être pas prêt. Et moi, j'ai pas l'expérience. Il me dit, mais non, mais c'est une tournée, t'inquiète pas. Bien sûr que Gilles va faire ses sélections là-bas, mais toi, tu comptes pas dans le lot, tu y vas, tu fais ton affaire et puis on va essayer de travailler au mieux. Et il s'est trouvé que j'ai gagné le premier Grand Prix de la tournée par hasard, mais bon, c'était Ok. assez significatif. Je m'en souviens parce que j'avais gagné devant Rolf Goran Bengtsson avec Ninja, donc c'était déjà un adversaire de taille. Et puis le cheval a bien sauté toute la tournée. Et à la fin de cet Arezzo, Gilles et Laurent sont venus vers moi et m'ont dit, écoute, ton cheval saute assez bien, est-ce que ça t'intéresserait de commencer à faire des CSIO 3 ou 4 étoiles, enfin de deuxième ligue? Je dis, ouais, bien sûr, je suis super motivé. Donc j'ai fait un peu des concours comme Prague, comme Budapest, des concours à l'étranger comme ça. Et le cheval sautait assez bien. Il a sauté double sans faute dans des Coupes des Nations comme à Zagreb, des choses comme ça. Et l'année suivante, on retourne à Arezzo, le cheval saute encore bien.
Et là, Gilles me dit, écoute, ça serait bien que tu commences à faire un concours un peu plus important. Il y a le CSIO de Linz, qui était déjà assez difficile. Il me dit, j'ai pas beaucoup de Français qui vont là-bas parce que c'est pendant la bowl. Est-ce que tu veux y aller? Bien sûr, j'étais partant. 2 semaines avant Linz, il me dit, écoute, il y a un désistement comme individuel à la bowl. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah oui, bien sûr. Donc, je vais à la bowl en individuel. Je sais plus quel souci il y a avec le réserviste. Il me dit, écoute, ça serait bien que tu sois cinquième finalement parce que on a un souci avec un cheval. Je dis, ok. Le premier jour à la bowl, mon cheval saute bien. Il me met dans la Coupe des Nations. D'accord. 2 semaines après, je pars à Rome. Le cheval est double sans faute dans la Coupe des Nations à Rome. Et c'est l'année où j'ai fait mon premier championnat d'Europe à Mannheim. Mannheim, qui n'a pas été excellent, je dois le dire, mais au moins c'était une expérience. Et en parallèle, bon, tu as ce cheval qui t'appartient en partie. En parallèle, tu es chez un commerce, enfin, oui, quelqu'un qui vend des chevaux, chez un propriétaire. Tu n'es pas encore à ton compte. À l'époque, je voulais rester assez proche de Monsieur Baldec géographiquement parce que je voulais continuer à travailler avec lui. Et j'ai eu, grâce à lui, des opportunités. On allait souvent en Suisse, que ce soit chez Willy Melliger ou chez d'autres marchands. J'allais faire aussi des concours 1 et 2 étoiles là-bas. Et j'ai eu la possibilité, grâce à des connaissances et un premier sponsor, de m'installer entre Zurich et Lucerne. D'accord. Et ça a été ma première expérience à l'étranger. Donc j'ai été m'installer là-bas. J'avais Crackboom et je travaillais pour un autre marchand qui s'appelait Rudy Stussy, qui travaillait également avec Monsieur Baldec. Donc ça permettait de garder une connexion et continuer quand même à rester dans le bain du commerce et tout en essayant de faire du haut niveau. Et puis arrive après Mannheim 2007, championnat d'Europe, le début de ce chapitre à Radeus. Oui, tout à fait. Il y a, il y a eu cette rencontre avec Xavier Marie qui m'a donné une chance incroyable. Il voulait que je vienne pour monter un peu les étalons et les jeunes chevaux qu'il avait à l'époque, qui étaient des chevaux assez jeunes. Je pense que les plus vieux devaient avoir 7 ou 8 ans. Et il me demandait lors de notre premier rendez-vous si ça m'intéressait. Et bien sûr, j'étais super motivé, mais j'avais une très très bonne place en Suisse chez ce marchand. J'avais Crackboom qui commençait à être efficace. Et c'est la première fois où j'avais un peu cette idée d'essayer de faire du haut niveau. Et donc je disais que pour l'instant, les chevaux qu'il avait étaient assez jeunes et que peut-être ça s'intégrait pas complètement dans le plan que j'avais. Il me dit, OK, qu'est-ce qu'il faut pour que tu viennes tout de suite? Je dis, bah, peut-être qu'on a des chevaux plus expérimentés. Et c'est là qu'il a commencé à investir dans des chevaux comme Gastronome, Pinball, et puis évidemment Sylvana. Et, euh, et donc ça m'a complètement lancé. C'est à cette époque-là que je suis devenu numéro 1 mondial. Et pendant que j'étais chez lui, c'est là que j'ai gagné les championnats d'Europe avec Crackboom, qui était le seul cheval qui lui appartenait pas, mais qui était quand même porté par les performances des autres chevaux et l'efficacité des autres chevaux. Donc il y a eu, oui, une synergie incroyable avec Monsieur Marie qui était très motivé par le jumping parce que il se rendait compte que c'était la discipline la plus médiatique des trois qu'il couvrait parce qu'il s'occupait aussi beaucoup du dressage et du complet. Il n'était pas forcément passionné par l'aspect sportif, mais en très bon homme d'affaires, très efficace. Il sentait qu'il avait besoin de la popularité du saut d'obstacle pour faire connaître sa marque et ça a été super efficace. Et moi, c'est vrai que j'ai eu des années extraordinaires dans le sport. C'était presque trop tôt, c'était inespéré. Mais voilà, il faut prendre ce que l'on a. Et à cette époque-là, il y avait des chevaux qui étaient performants tous les week-ends et ça a été, ouais, ça a été du bonheur. C'est ça, en 2 ans, enfin 2008-2009, on t'a vu avec des chevaux très compétitifs tout le temps. Ce titre de champion d'Europe qui pourtant était, comme tu disais, un peu inespéré. Pourquoi ça a été Crackboom d'ailleurs si tu avais un piquet qui commençait à prendre forme avec un propriétaire de tête qui n'était pas propriétaire de Crackboom? Crackboom, je l'ai monté déjà sous les couleurs du US, même s'il appartenait D'accord. à mon grand-père, et parce qu'il intégrait le système. Il était le cheval le plus expérimenté à l'époque, mais il bénéficiait aussi du centre d'entraînement et puis du soutien des autres chevaux, donc ça me paraissait légitime de le monter sous les couleurs du Aradeus.
Mais voilà, il se trouvait que vraiment c'était le cheval qui était le plus expérimenté, que je connaissais le mieux. C'était la première année de collaboration avec Monsieur Marie et voilà. Je me Et souviens ap- d'ailleurs, il m'avait appelé. Il était, je sais plus dans quel pays, parce qu'il voyageait beaucoup pour le boulot. Il m'avait juste envoyé un message en me disant, tiens, il paraît que tu as dû gagner un truc un peu plus important que d'habitude, parce que j'ai plein de messages de félicitations. Il avait des messages de félicitations qui lui arrivaient, mais il savait pas du tout ce que j'avais gagné. donc c'était le début de l'aventure de Xavier Marie à très haut niveau. Finalement, vous avez monté cet empire entre guillemets ensemble. Oui, il a toujours eu quand même l'ambition d'avoir, son objectif c'était d'avoir un cavalier par discipline aux Jeux Olympiques à Il avait Londres. Jessica Michel aussi en dressage. Il a réussi avec Jessica Michel et puis avec moi et Sylvana. Je pense qu'il a toujours eu envie de relever des défis importants. Il sentait qu'en France, il y avait peut-être un tournant dans la manière de restructurer à la fois l'élevage et le commerce. Il sentait qu'il avait besoin du haut niveau pour créer tout ça. Et donc voilà, il avait vraiment, je pense, énormément d'ambition. Il devait se laisser guider un peu aussi sur la manière d'y arriver, mais en tout cas, dès le départ, dès nos premières discussions, je sentais qu'il pétillait à l'idée de pouvoir gagner les plus gros grands prix et les plus gros championnats. Et donc 2009, bon, ce titre, première participation à la top 10, et puis après numéro 1 mondial et des victoires dans des grands prix, ça t'a vraiment décomplexé? Tu t'es dit, je suis légitime dans ce sport après ce titre pour lequel tu n'étais peut-être pas préparé. Non, j'étais pas du tout préparé à Windsor. De toute façon, on entend tous les commentaires. De temps en temps, j'entends vaguement les commentaires en fond quand ma grand-mère surpasse les vidéos de Windsor. J'entends que tout le monde, d'ailleurs, c'était d'une naïveté incroyable. Personne ne s'attendait à ce que je puisse obtenir ce résultat. Moi, le premier. Mais forcément, de manière factuelle, quand tu obtiens ça, ça te donne énormément de crédibilité. Déjà vis-à-vis de Monsieur Marie parce que c'était ma première année avec lui, donc ça crédibilisait un peu notre association, entre guillemets, mais aussi pour plus tard, pour essayer de construire quelque chose. C'était un cheval que j'avais reçu assez jeune, que j'avais réussi à amener à ce niveau-là, et surtout dans cette configuration, dans le savoir travailler ensemble, monter une équipe, que ce soit avec le Haradeus ou plus tard avec d'autres, et essayer de se structurer ensuite pour essayer de rester le plus stable et le plus longtemps possible dans le haut niveau. Donc, ouais, ça a été, je dirais, au-delà de l'exploit sportif. Je dis vraiment exploit, pas pour me flatter, mais parce que c'était un truc qui était improbable. Il y avait de ce résultat à la fin où on regarde même plus les vidéos ni rien parce que c'est regardable, mais en tout cas, je l'avais gagné. Et ce qui a permis ensuite de revenir avec quand même un certain bagage. Et forcément, je pense que après ce titre, comme tu le disais, on est complètement décomplexé. Et ce qui a suivi a glissé complètement. C'est-à-dire que j'allais au concours, tu te posais plus la question de si les barres tombaient ou pas, elles tombaient pas. Et ça, je pense que quand tu discutes avec pas mal de gens qui, je ne parle pas forcément de numéro un mondial, mais qui ont des phases où tout se passe exactement comme tu le souhaites, tu es dans cet état où il peut rien t'arriver. Il peut rien t'arriver. Et forcément, ça a été qu'une ascendance pour moi. Donc forcément, après, c'est peut-être 2 années. Je sais pas combien de temps je suis resté numéro un, mais peut-être plus ou moins un an. Et puis il y a eu l'année d'avant où c'était la montée en puissance qui était extraordinaire. Bah, tu te dis qu'il peut rien t'arriver vraiment. Et puis à un moment donné, tu redescends forcément, parce que le sport, surtout le nôtre, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas, et forcément la descente est beaucoup plus difficile à appréhender. C'est vrai que c'est assez incroyable, inexplicable quand on voit un Martin Fuchs, par exemple, surfer absolument sur tous les concours, tous les championnats avec tous les chevaux. Et on se dit vraiment, il est intouchable. C'est arrivé aussi à Julien Epaillard ces derniers mois. C'est assez inexplicable le fait que la victoire en amène forcément d'autres, ou même les tenants du titre, on a l'impression, sont assez avantagés par rapport aux autres concurrents à chaque fois. Ils peuvent, comme un Simon Delestre au Saut Hermès, récidiver. On dirait qu'il y a quelque chose en plus qui les portent et ils sont favorisés. Comment tu analyses ça? Ben, je pense que sportivement, et ça se retrouve dans plein d'autres disciplines, il y a ce phénomène-là.
qui est, je sais pas, on va pas partir dans des choses extra lucides, mais t'as une énergie qui fait que quand tu es dans une bonne phase et que tu arrives à l'entretenir et que tu fais les choses toujours sérieusement, attention, hein, c'est pas que tu peux devenir laxiste et travailler moins ou te concentrer sur d'autres choses. Il faut rester focalisé, il faut rester professionnel, mais il y a des périodes dans ta vie de sportif où ouais, tu es en harmonie parfaite avec, bien sûr, ton cheval, ton équipe, tes ambitions, les gens qui t'entourent, et tout est, je dirais, plus facile dans la finalité, c'est-à-dire sur la piste. Tu mets la même énergie dans le reste, mais cette énergie, elle est simple à exploiter pour le résultat final. Mais t'expliquer Ouais, il n'y a pas d'explication. concrètement, je sais pas, il faudrait regrouper le sentiment et les propos de tous ceux qui ont connu ces phases-là, pourquoi elles sont arrivées. Je pense que la plupart, il n'y a pas tellement d'analyse pragmatique derrière ça. Tu disais que tout était allé très vite, mais pour le coup, ta phase ascendante a duré quand même quelques mois, quelques années, et quand tu étais sur le toit du monde numéro un mondial, tu es un des cavaliers à être resté numéro un mondial le plus de temps. On réalise tout ça ou on est pris dans cette spirale infernale de toujours plus de concours, toujours plus d'interviews, toujours plus de tout finalement. Est-ce qu'on savoure, est-ce qu'on arrive à se poser et à saisir les opportunités et à réfléchir sur le long terme? Il y a deux choses. Tu savoures cette plénitude que tu as en piste, où c'est vrai que c'est, c'est, c'est tellement simple que c'est de l'équitation pure. Les virages que tu prends au barrage, les risques, il y a plus de problème. Donc ça, cet aspect-là est formidable. Après, tout ce que ça entraîne en dehors de la compétition, mais qui est très liée, c'est-à-dire cette pression, qu'elle soit médiatique ou des propriétaires, d'aller toujours plus loin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un gars qui a été numéro un mondial 10 mois, il faut l'être 11, il faut l'être 12, il faut l'être plus, il faut gagner tel grand prix parce que un de plus. On aime bien comparer, c'est logique, l'humain compare, donc tu compares à celui qui avait fait déjà aussi bien avant, et il faut que tu fasses mieux. Donc tu as t'as cette envie de record qui est plus provoquée par l'extérieur que par ton souhait propre. Parce que ce que tu fais, moi déjà, j'avais jamais eu l'idée un jour que je pourrais faire du concours 5 étoiles, du très haut niveau. Donc quand ça t'arrive, ton premier concours, bah t'es content. Et puis quand tu deviens champion d'Europe par hasard, bah t'es content. Et puis quand tu deviens numéro un mondial, tu te dis mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas possible. Mais le plus génial dans tout ça, c'est ouais, c'est l'équitation en elle-même. C'est ce que tu arrives à produire. Et je pense qu'à l'époque, j'étais beaucoup moins bon techniquement que je ne le suis maintenant, parce que j'ai continué à regarder, j'ai continué à évoluer. Les chevaux m'ont appris beaucoup. J'ai monté plus de chevaux depuis que j'en avais monté à l'époque, ce qui paraît logique. Donc il y a une évolution, mais qui se ressent pas forcément dans les résultats immédiatement. Mais on le voit sur les photos, on prend des photos avec Crackboom en 2009. J'ai quand même l'impression que même visuellement, on a l'impression que ta position a vraiment évolué et même un amateur à l'œil nu, on voit vraiment une progression assez dingue. T'es tellement technicien, on voit toujours le regard à 360 sur tous les parcours. Et ça, c'est du travail quotidien et toi aussi, tu te sens évoluer encore chaque jour? Ouais, bien sûr, je me sens évoluer chaque jour. Faut pas parler du regard anticipatif, anticipatif parce que ça agaçait prodigieusement Philippe Guerda qui me disait Ah, toujours regarder l'obstacle suivant parce que un jour tu vas nous faire une faute, ce que j'ai fait d'ailleurs parce que forcément comme je regarde quasiment tout le temps l'obstacle suivant, ça m'est arrivé de faire des fautes certainement à cause de ça. Mais donc au-delà de ça, c'est vrai que techniquement j'ai l'impression d'avoir appris, d'avoir évolué. J'aime la belle équitation quand je la regarde chez les autres, donc j'aimerais pouvoir produire ce même genre de choses, cette même image. Donc c'est vrai que je suis vachement soucieux du mouvement sportif dans tous les sports de manière générale, mais forcément d'autant plus dans le mien. Donc c'est gentil, ça me remonte le moral de me dire que mes photos de maintenant sont certainement mieux que celles de l'époque de Crackboom. bon, en 2010, du coup, une nouvelle étape est franchie, numéro un mondial. Et puis ce vice-champion du monde
à Lexington avec Sylvana HDC par équipe. Tu disais que tu étais un peu sur un nuage, que tout semblait facile. Pourquoi du coup ne pas avoir été double champion du monde à Lexington? On est quand même vite remis à chaque fois face aux réalités qu'il y a toujours meilleur que soi et c'est ça qui nous fait toujours se lever tous les matins avec cette rage. Ouais, ouais, bah pour Lexington, ça a été vite réglé, hein. C'est que dans la chasse, j'avais Sylvana qui était super rapide et j'ai complètement loupé cette épreuve-là. J'ai fait une faute fin de parcours, mais bon, ce qui n'était pas gênant, parce que la jument était très rapide. Et j'ai refait un refus sur, je m'en souviens encore, c'était un double Rolex qui était en ligne droite comme ça, avec la jument qui s'était jamais arrêtée, vraiment incompréhensible. Et je me retrouve 102e individuellement. Donc déjà après le premier jour, c'était réglé mon affaire. J'avais aucune chance de titre individuel. Mais malgré ça, ça reste cette médaille par équipe une des plus belles, justement à cause de ce premier jour cauchemardesque où il a fallu repartir le lendemain pour l'équipe. Individuellement, je savais que c'était foutu. Et Henk Noren m'avait dit de repartir en dernier quand même. C'était des super longues journées à attendre. Parce que ça commence le matin avec le nombre de partants, puis les pauses et tout ça. Tu regardes que tu es là parce que tu regardes forcément tes coéquipiers. Et la jument est double sans faute. C'était déjà sur 2 jours, c'est 2 manches. Donc sans faute sur la première manche, ce qui nous permettait d'être dans les 8 équipes qui comptaient pour les médailles le lendemain. Et sans faute ensuite le lendemain. Donc vraiment ce double sans faute dans l'épreuve par équipe à Lexington par rapport à cette déception monumentale que j'avais eue le premier jour. Je trouve que même de la part de la jument, parce qu'elle s'était jamais arrêtée, c'était un truc de fou, qu'elle ait pu se remettre aussi rapidement dans le bain et dans l'esprit de la compétition de ce championnat. Pour moi, ouais, ça a été sportivement un des meilleurs moments, mais qui reste pas parce que entre guillemets, c'est qu'une épreuve, enfin c'est qu'un titre de vice-champion par équipe. Alors qu'il y a plein d'autres titres individuels qui sont peut-être beaucoup plus significatifs. Mais je dirais que j'ai discuté un coup, quand j'étais installé en Belgique, on allait souvent en voiture ensemble en concours avec Rodrigo Pessoa, qui a quand même tout gagné, qui est le gars individuellement, je pense, le plus titré. Et ben, ses plus belles médailles ou ses plus belles victoires, il parle toujours des championnats par équipe ou des Coupes des Nations. Donc c'est qu'il y a un truc que peut-être les gens ne gardent pas en mémoire, mais nous, en tant que cavaliers, en tant que sportifs, je me permets de parler, je pense, pour l'ensemble des cavaliers, c'est un truc qui est rare dans l'émotion. C'est vrai qu'on nous on se rend pas bien compte. On a l'impression qu'égoïstement, peut-être un titre individuel, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais cette équipe nous fait vibrer finalement 3 fois de plus, nous fait stresser 3 fois de plus, nous fait sauter de joie 3 fois de plus, et c'est peut-être ça qui décuple tout finalement. C'est que on vit à pied pour 3 autres personnes. C'est pas on fait notre tour et puis terminé, on va se reposer. Oui, tout à fait. C'est un sport qui est quand même très très individuel sur la finalité, même si il y a énormément de gens qui travaillent ensemble pour permettre à chaque cavalier d'être performant. J'ai vraiment l'impression que c'est un sport collectif, surtout dans la manière de préparer et d'amener un résultat, mais finalement tu te retrouves tout seul avec ton cheval en piste. Alors que là, pour cette compétition, une Coupe des Nations, c'est quelque chose que tu arrives à partager avec 3 autres équipes, c'est-à-dire 3 autres équipes de cavaliers, propriétaires, grooms et d'entraîneurs et de tous les staffs de tout le staff qu'il peut y avoir autour de chacun. Donc forcément, tu multiplies, c'est exponentiel les vibrations que tu as quand tu fais un bon résultat dans ces épreuves. Tu parles d'équipe, de tout un team autour des cavaliers. Tu as été peut-être un des premiers cavaliers à prendre conscience que le sportif de haut niveau dans l'équitation était un personnage public et qu'il fallait soigner son image, qu'il fallait nouer des relations avec les médias, avec des marques. Peut-être même que tu avais presque autant de salariés ou de collaborateurs, prestataires qui s'occupaient de tes chevaux que de toute la partie business à côté. Tu t'es senti précurseur là-dedans, tu t'es dit il faut que je prenne en main tout ce qui m'entoure et pas seulement monter à cheval et être performant?
Je pense que c'est aussi une responsabilité quand tu arrives à un certain niveau et que tu défends soi-disant des valeurs pour un pays ou justement cette idée des coupes des nations et tout ça, c'est dans un sens représentant de l'équitation française. On vit dans un monde de communication, de digitalisation. Tu es obligé à un moment donné de faire attention à cet aspect-là. Faut pas que ça devienne non plus trop lourd et trop important. Une fois que ça a été structuré, ce qui est difficile, c'est au départ, trouver des gens avec qui tu t'entends bien, trouver ta voie de communication, parce qu'il y a plein de manières de communiquer, et essayer que ça convienne aussi à tes partenaires. Donc c'est le départ, la mise en place qui est difficile. Et pendant cette mise en place, je me souviens de Henk qui m'a dit à un moment donné, et je me souviens comme si c'était ce matin. Et il me disait, écoute, tu as été numéro un mondial en montant à cheval, continue à monter à cheval. Et Ouais. c'est vrai qu'il faut pas se perdre. Il faut continuer à faire ce que l'on aime. Ce que l'on aime, c'est passer du temps sur les chevaux, c'est de travailler avec ton équipe, c'est d'être dans ton écurie. Et c'est là que se passe le vrai travail. Et j'ai la chance maintenant d'avoir des gens autour de moi qui s'occupent de la communication, qui sont super bons et qui me permettent de me concentrer uniquement sur le sport. Tu vois, c'est que je suis pas geek du tout. J'ai dû t'appeler tout à l'heure pour savoir comment j'allais me connecter pour le live. Donc, c'est heureusement que j'ai des bonnes personnes autour de moi, sinon la communication ne serait pas de cette qualité-là. C'est vrai que bon, quand tu n'étais pas encore numéro un mondial, tu avais peut-être une rage de tous les jours te lever pour atteindre ça. Et puis quand on l'est, peut-être qu'il faut aussi trouver de la stimulation autre part. Tu as écrit des livres, une gamme de textiles. Là, il y a la K-Equestrian Community. On voit que vous mettez à la vente des produits que tu vois peut-être quand tu vas au Céciodrome. J'ai vu une huile d'olive ou quelque chose. C'est toujours essayer de tester des choses, de transmettre, de communiquer, de rester actif dans d'autres domaines? Bah, justement, dans cette communication, pour que ce soit pas lourd, il faut que ce soit assez naturel. Et le naturel, c'est te dire quand tu fais du concours, tu voyages, tu rencontres des gens, tu rencontres des choses, et il y a peut-être des éléments qui t'interpellent un peu plus que d'autres. Donc, ce que j'essaye, c'est d'assumer mes convictions, que ce soit dans le sport comme dans le reste, et dans la vie de tous les jours, oui, on reste des personnes qui aiment manger, qui aiment visiter, qui aiment voir des choses et ramener des souvenirs. Donc cet esprit de communauté, c'est plus te dire que, ok, j'ai la chance vraiment, et j'ai eu la chance depuis déjà une bonne décennie de pouvoir rencontrer des personnes incroyables, de pouvoir visiter des lieux de dingue et que ça me permette d'en faire profiter d'autres, pourquoi pas. Donc la communauté au sens large, c'est d'un point de vue purement social. Et après, il y a tout l'aspect technique, comme tu disais, les livres, ou dès que tu as quelque chose que tu sens dans ton évolution technique qui pourrait correspondre à d'autres, tu as envie de la partager. C'est pas que je sois quelqu'un de forcément partageur à la base. Quand tu es compétiteur, tu es assez égocentrique. Et ça, je reconnais que je le suis. Mais à un moment de ta carrière, quand tu fais le point sur tout ça, sur ce que tu as réussi à parcourir, tu te dis, OK, ça serait dommage que des gamins super doués qui commencent maintenant fassent les mêmes erreurs que toi. J'invente rien, il y a plein de gens qui te disent, on le voit dans tous les films, ne fais pas les mêmes erreurs que ton père ou ceci, cela. Et si tu peux faciliter des gens et leur donner accès à des résultats en leur évitant de perdre du temps, bah, je pense que c'est aussi notre vocation et notre responsabilité aujourd'hui. Parce que quand on est numéro un mondial, numéro un français, et puis comme toi, participe à tous les championnats, toutes les Coupes des Nations, on se sent redevable, ou en tout cas, on se doit d'être exemplaire, parce que finalement, c'est nous qui incarnons, consciemment ou inconsciemment, notre sport et les valeurs qui sont censées véhiculer. Ouais, bien sûr, ce qu'il y a, c'est que tu t'engages pas que toi dans ces compétitions-là. Tu as des propriétaires, tu as une équipe que tu as mis en place dont on parle depuis tout à l'heure, t'as des gens qui te soutiennent. Donc déjà, pour respecter ça, tu es obligé de donner le maximum Ouais. et d'essayer dans ton image et dans ce que tu produis en piste ce qu'il y a de plus sincère et cohérent avec justement avec ce que tu as mis en place.
Alors au-delà de ça, si tu sors de cette sphère personnelle de chaque cavalier, t'as le côté patriote qui fait que bien sûr t'essayes de ramener des sans fautes pour ton équipe, mais t'essayes de le faire correctement par rapport à ce qui a été mis en place, par rapport à ce que représente l'équitation dans cette nation-là. Et je dirais que on a des chartres, on a tout ça qui est mis en place par la Fédération française, mais ça paraît tellement naturel que à partir du moment où tu mets cette veste de l'équipe, c'est indiscutable. Je pense que tu dois te fondre dans un mouvement d'ensemble qui fait que tu seras performant essentiellement grâce aux autres et que toi, tu participes à ta petite échelle au résultat final. En parallèle de ton aventure à Radius, tu es parti faire un crochet en Belgique auprès de cet entrepreneur fou qui est Christophe Hameux. Qu'est-ce que t'a apporté cette période? On t'a aussi beaucoup vu avec un certain Frédéric Bouvard à cette époque. C'est là où tu as peut-être commencé. J'ai souvenir que Xavier Marie disait que peut-être que tu ne faisais pas assez de commerce, que tu étais là pour le niveau. Est-ce que c'est dans cette optique aussi de commencer à être un meilleur commerçant de chevaux que tu es parti là-bas? Dis-moi si je me trompe. Ouais, non, non, c'est tout à fait ça. Ça a été dans la continuité de la collaboration avec le Haradeus. Effectivement, à un moment donné, en 2 ans, Xavier Marie avait la meilleure écurie au monde et il me disait, OK, cette image, il faut que j'arrive à l'optimiser. Bien sûr, j'ai mes étalons, mais j'ai aussi des jeunes chevaux et j'aimerais faire du commerce. Et en discutant, on avait trouvé peut-être intéressant d'aller s'installer dans ce triangle formidable entre la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, qui était super performante dans le commerce. Et du coup, voilà, j'ai atterri chez Christophe Hameux aux écuries des Cossines. J'avais tous les chevaux de sport du Haradeus, mais également les chevaux à commercialiser. Et il y avait beaucoup de chevaux. Christophe était là pour m'aider justement à vendre ces chevaux-là. Et tellement de chevaux, enfin c'est une chance, hein, mais qu'il fallait aussi s'occuper de les sortir en compétition pour les valoriser. C'est là que j'ai rencontré Frédéric Bouvard, qui a monté les chevaux avec moi en partie pour Xavier Marie. Et ensuite, depuis cette époque, on continue à travailler ensemble. Il est toujours basé en Belgique et on essaie toujours de faire du commerce comme on l'avait commencé à l'époque. 2011, un titre auquel on parle un petit peu moins, mais le titre de vice-champion d'Europe à Madrid. Comment on sent quand finalement on est vice-champion du monde, on est champion d'Europe, et là on a de nouveau une médaille, mais on a déjà obtenu plus gros. Comment on vit cette médaille d'argent? On se dit c'est toujours une de plus, on étoffe son palmarès, on se dit oh mince, Ouais, j'étais beaucoup plus déçu d'être passé à côté de l'or. non, j'étais super content. Si on voit les images de sortie de piste de la deuxième manche par équipe, comment j'attrape Kamel qui était à la sortie et que je l'étrangle tellement j'étais content. Non, c'était le début de ma descente hein, en fait. Donc, j'avais été numéro 1 mondial, je commençais à redescendre gentiment, j'avais moins de performance. Donc, je dirais que cette médaille, elle n'était pas salvatrice, mais en tout cas, elle me confirmait que même dans des moments plus difficiles sportivement, j'arrivais à me concentrer dans un championnat pour essayer de donner le maximum. Et puis vient 2012, la victoire à Bordeaux, Sylvana qui est un peu convoitée par les étrangers. Tu vas perdre ta meilleure monture. Et là, un nouveau chapitre est prêt à s'ouvrir. Et finalement, tout n'est que question de destin, de hasard, en tout cas de rencontre dans la vie finalement. Oui, bien sûr. Sylvana, comme Crack Boom, a été, je dirais, le vecteur qui m'a permis de rencontrer Xavier Marie. Sylvana a été celui qui a entamé la longue collaboration qu'on a eue avec Emmanuel et Armand et le Haras des Coudrelles. Donc ça a été pour moi une chance incroyable, je dois le dire, de pouvoir trouver Emmanuel qui a fait l'acquisition de Sylvana pour éviter qu'elle ne se soit vendue à l'étranger. C'était vraiment l'objectif de Xavier Marie depuis une saison de vendre Sylvana. Il y avait, comme elle était encore très très performante, bien sûr, énormément de personnes intéressées.
Et je me souviens, on était pendant le concours de Londres Olympia, Coupe du Monde. Je reçois un coup de fil de Hank qui me dit, écoute, tu devrais appeler Emmanuel Perrompette. Peut-être qu'on a une possibilité pour elle achète Sylvana et que tu continues de la monter. Et à peine j'avais raccroché, c'est Emmanuel qui m'appelait. J'étais à la reconnaissance du Grand Prix. Elle me disait, alors Kevin, comment tu trouves cette jument? Et je dis, bah, elle est super, je la monte depuis longtemps, elle est formidable. Et elle me demande si je pensais qu'elle pourrait encore faire quelques saisons à ce niveau de performance. Je disais que oui, je le pensais. Elle me dit, ok, c'est bon. Et elle me dit, continue, tu peux. Ce que j'avais dit au début, c'était la reconnaissance. Elle me dit, t'inquiète pas, ça va pas prendre trop de temps, j'ai juste deux questions. Et les deux questions, c'était de savoir si j'aimais la jument encore et qu'elle pourrait encore être performante. Et donc voilà, au bout de 2 minutes, on avait raccroché. Et puis après, on s'est rappelé plus calmement la semaine suivante. Et on a finalisé tout ça. Et ça a été le début d'une super histoire. Au début, je montais uniquement Sylvana pour Emmanuel et Armand. Je continuais à monter d'autres chevaux pour le Haras de Hus. Et ensuite, au moment où il y a eu un changement un petit peu stratégique chez Xavier Marie, qui était prévu déjà depuis longtemps, Emmanuel et Armand m'ont proposé de revenir en Normandie, m'installer au Haras de la Forge pour continuer l'aventure sportive qu'on avait déjà entamée avec Sylvana. Et donc là, création de Jump 5 avec finalement Patrice Delaveau, chez qui tu avais débuté ta carrière équestre. Ça fait quelque chose. On se dit que c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout âge et c'est plus qu'un sport. Du coup, c'est vraiment une aventure de vie complète. Ouais, on se dit que c'est un sport plein de rebondissements parce que autant je suis très très proche de Patrice maintenant, c'est quelqu'un, enfin, que j'apprécie énormément, que j'adore en tant que cavalier, mais aussi en tant que collègue de travail, comme on l'a été pendant des années. Mais au début où je suis revenu en Normandie, à travailler avec Emmanuel et Armand, et donc avec le projet Jump 5, je ne connaissais quasiment pas Patrice parce que à l'époque où je travaillais avec ses parents. J'étais tellement en adoration devant lui que quand j'étais dans la carrière en même temps que lui, je tremblais, je partais en forêt, enfin, je m'enfuyais on discutait quasiment jamais. J'avais travaillé beaucoup en stage et un peu en suivi avec Stéphane, son frère. Mais c'est vrai que Patrice, je me souviens pas lui avoir trop parlé. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire du haut niveau, c'était la période un tout petit peu creuse sportivement de Patrice, avant qu'il ne rencontre justement Emmanuel et qu'il soit relancé. Et donc moi j'ai commencé à faire du haut niveau. On faisait quasiment pas de concours ensemble avec Patrice. Donc c'est pour ça que je veux dire que c'est un sport plein de rebondissements parce que je suis passé du petit gamin complètement en adoration devant lui, à avoir fait du haut niveau, une période où Patrice n'en faisait plus, et se retrouver ensemble ensuite en Normandie au Haras de la Forge et au sein de Jump 5. Ouais, ça a été à la fois un truc improbable et humainement quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, quand je le vois, je pense même plus à tout ça. Je me considère assez proche de lui par ce qu'on a construit ensemble les dernières années et pas par ce passé-là. Mais voilà, ouais, c'est drôle comme quoi les rencontres dans la vie amènent à croiser d'autres personnes qui ont fait partie de ton histoire bien avant. Et donc, cette période, Caen 2014, vice-champion du monde, champion olympique, euh, c'était encore plus intense que la période au Haras de Hus. Tu te sentais encore plus sur les concours 5 étoiles tout le temps. Tu gagnais les épreuves de vitesse avec Elki, Ayad, les grands prix. C'était encore plus intense que la période Haras de Hus. Ce qu'il y a, c'est que c'était plus intense, que c'était plus dans le partage, je dirais. Déjà, Emmanuel et Armand sont passionnés d'équitation, adorent le sport. Ils sont dingues de haut niveau. C'était leur projet vraiment au départ, c'était de faire du haut niveau, mais par la passion du sport. Et puis, c'est partagé avec Patrice et toutes les équipes il y avait vraiment un système pyramidal qui a été mis en place de l'élevage jusqu'à l'écurie de haut niveau pour ne faire que du sport, que du sport, que du sport. Et forcément, Caen, c'est le meilleur exemple avec 3 médailles pour HDC, 2 avec Patrice et une avec moi. C'était vraiment je trouve le système parfait
qui était orienté vers le haut niveau, et ça pour en faire tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Donc je dirais que c'est différent. Le RADEU, ça a été formidable parce que ça a été, je dirais, mon apprentissage là-dedans. Et HDC, ça a été une continuité, mais avec un véritable objectif bien défini et surtout cette passion du résultat qui était partagée par tout le monde. On vient de balayer un petit peu toutes tes médailles en championnat, à part au début. À part cette médaille individuelle avec Crackboom, tu as toujours brillé en équipe. Comment t'expliques ça? C'est que tu disais briller, vraiment te battre pour ce drapeau. Tu sens que quand l'équipe est passée, l'individuel, t'es peut-être moins motivé ou tu donnes tout, toi et ton cheval dans l'équipe? Comment t'expliques peut-être qu'il manque encore quelques médailles que tu iras chercher par la suite, mais qui manque ces médailles individuelles alors qu'il y a beaucoup de médailles par équipe? Ouais, non, je me cacherai pas derrière le fait que je donne tout pour le par équipe et qu'il reste plus rien pour l'individuel. Ça, c'est pas la réalité. C'est vrai que je mets énormément d'énergie pour le par équipe, mais on voit un Steve Gerda qui donne le maximum aussi et qui gagne énormément de titres individuels. Écoute, je ne l'explique pas, mais je vais essayer de combler ce retard que j'ai sur pas mal d'autres sur les titres individuels. Mais non, ça reste un de mes objectifs, c'est de pouvoir glaner beaucoup de titres individuels, continuer à être aussi performant en équipe, mais que sur la gestion d'un championnat, je puisse le dernier jour continuer à être sans faute. Parce que pour le coup, quand tu concours sur des formats 100% individuels, comme le circuit Coupe du Monde, je me rappelle, X années, tu étais en tête du circuit et largement après toutes les étapes, très performant dans certaines finales. Quand tu n'as que toi à t'occuper, c'est totalement une préparation différente entre un week-end Coupe du Monde et un week-end Coupe des Nations. Je sais pas, je pense que j'ai été vraiment un mercenaire, c'est-à-dire que chaque concours, je voulais gagner, donc j'ai gagné beaucoup de grands prix individuels. Ça s'est reflété dans ces classements général Coupe du Monde et tout ça, mais par rapport à mon nombre de participations en finale Coupe du Monde, honnêtement, avoir un podium, c'est assez misérable. Donc non, je pense qu'il y avait cette faculté à se donner chaque week-end. Et je pense que c'est aussi comme ça que je suis devenu numéro un mondial en allant, mais pour chaque Grand Prix, donner le maximum. Et du coup, quand j'allais sur un championnat qu'arrivait l'épreuve individuelle ou sur une finale comme les finales Coupe du Monde, j'arrivais pas à donner ce petit plus parce que j'étais tellement au maximum en permanence que forcément, pour faire la différence sur un championnat individuel, il me manquait peut-être cette faculté de remettre un coup d'accélérateur. Et donc après la période au Haras de la Forge chez HDC, tu as décidé de te remettre plutôt dans ta bulle, à peine de pie où tu évolues. On a vu Henrik van Eckermann le faire aussi et d'autres cavaliers qui étaient Marco Kutscher qui était avant chez Luger Verboom. C'est vraiment indispensable ça pour avoir une vision de long terme, se dire on s'installe à notre compte, on construit quelque chose nous-mêmes, ou c'est juste une autre étape et puis demain on peut te revoir dans un autre système totalement différent. Déjà, c'était pas du tout prévu. Hein. C'est que en partant du Haras de la Forge, j'ai fait une étape au Haras de la Chênaie, travaillé un peu avec Grégoire Auberson, donc j'étais un peu dans cette alternative de travailler pour plusieurs personnes, mais c'était un peu bancal mon histoire. Et à un moment donné, ok, je me suis dit, je vais mettre les chevaux à peine de pie dans l'écurie familiale et puis je verrai bien ce qui se passe. Et c'est au moment d'y revenir, quand j'ai installé mes chevaux et que j'ai commencé à fonctionner comme ça, je me suis dit, c'est peut-être pas complètement stupide. Tu retrouves ta personnalité, les objectifs sont les tiens, les erreurs sont les tiennes. Tu te noies pas derrière une association ou quoi que ce soit. J'étais pour la première fois, entre guillemets, moi, et je défendais mes intérêts et ceux de mon image, de ma marque, de tout ça, et de l'implication que je mettais dans le sport depuis ces années. Donc, les discussions où je me disais ça allait être compliqué de travailler pour plusieurs propriétaires, parce que j'ai quasiment à chaque cheval un propriétaire différent, je me suis dit, oh là, ça va être très difficile à gérer, plutôt que la manière dont j'avais vécu pendant 10 ans avec
pendant 5 ans à chaque fois un gros sponsor, mécène, propriétaire avec qui je partageais tout. Et puis tu te rends compte que quand tu défends vraiment tes idéaux et que tu le fais avec aussi le recul de ton expérience que j'ai dans ce sport maintenant, tu arrives à avoir ce regain de passion pour ce que tu fais. La passion de monter, je l'ai toujours eu, mais je retrouve cette envie d'aller au concours, de tout gagner. Alors, j'y arrive pas encore, hein, mais cette envie de me surpasser, d'être un meilleur compétiteur, un athlète plus performant. J'ai retrouvé ça en me réinstallant ici chez moi. Tu étais en train de nous parler de ton installation récente à Peine de Pie et du fait que tu sois peut-être libéré de toute contrainte, en tout cas que tu retrouves ta voix, entendre tes valeurs, et ce que tu fais notamment auprès des instances comme la FEI et l'IJRC. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton implication là-dedans et pourquoi tu le fais? J'ai travaillé avec le Riders Club depuis quasiment 2007 à Mannheim. J'étais à une réunion et il y avait Gilles de Balanda qui m'avait poussé vers Eleonora Ottaviani, qui est la directrice du club, en me disant tiens, le petit jeune, utilise-le, il est certainement aussi motivé à pied qu'à cheval, donc si tu as besoin, il parle un peu anglais, pour un Français c'est déjà pas mal, donc utilise-le comme ça. Donc depuis 2007, j'ai essayé au maximum d'aider le Riders Club à ma manière. Et puis maintenant, ça doit faire 2 ans qu'on m'a demandé d'être président, mais c'est plus honorifique et parce que tu es exposé et que tu es un peu le porte-parole de cette association. Mais je dirais le travail que je fais au sein du board pour le Riders Club, c'est depuis maintenant 10 ans quasiment. Et le travail est le même depuis que je suis président. Il n'y a pas plus de travail, c'est juste une position un tout petit peu plus exposée. Et donc voilà. Bon, en tant que président de l'IJRC, j'imagine que tu as quand même des positions assez éclairées. Ça fait une 50aine de Jump Live qu'on fait et on a eu plusieurs personnes qui ont mis le doigt sur des choses qui n'allaient pas, qui ont proposé d'autres choses. Alors on a parlé avec certaines personnes d'une 6e étoile à donner à certains concours pour dissocier le fait qu'il y ait du concours 5 étoiles qui soit un bac à sable entre guillemets comme Monaco. Beaucoup nous ont parlé de Monaco qui était anti-cheval du fait du très peu d'espace, qui est finalement 5 étoiles au même niveau qu'un Aix-la-Chapelle, qui fait l'équivalent de je ne sais pas combien de stades de foot et qui est la Mecque des sports équestres. Alors j'imagine qu'on ne peut pas redescendre en étoile Monaco, mais est-ce que créer une 6e étoile, ça peut permettre de créer finalement une bulle des meilleurs concours, ou alors de ne pas partir que sur la dotation, parce qu'on rappelle que c'est la dotation qui définit le nombre d'étoiles. Est-ce qu'on ne peut pas partir sur la qualité du sol, l'expérience du chef de piste, l'espace qu'il y a entre les allées des box, enfin je sais pas. Ouais, tout à fait. Bon, déjà, il faut dire que là, après la crise, on va être content si on retrouve des 3-4 étoiles. Donc, avant de parler de 6 étoiles, faut dire que les concours reviennent à la normale et voir comment se comportent les partenaires et les sponsors qui ont soutenu les organisateurs et les événements depuis des années. Pour revenir à ce système d'étoiles, comme tu le disais, c'est uniquement basé sur la dotation parce que ça a été l'élément le plus simple pour cadrer justement cette labellisation. On réfléchit depuis des années à pouvoir intégrer d'autres critères qui seraient effectivement l'audience, le nombre de spectateurs, la qualité des terrains. Alors, comme tout cahier des charges que tu commences à ouvrir, tu dois cibler les critères qui sont véritablement importants parce qu'il y a la partie accueil, il y a la partie écurie, confort du cheval, confort des cavaliers. Tu peux rentrer énormément de critères là-dedans. On considérait au tout début que la dotation c'était le plus, je dirais le plus crédible, c'est-à-dire que quand tu as l'argent pour mettre autant dans un 3, 4, 5 étoiles, tu vas mettre forcément pour ton image dans le confort des écuries, dans le respect que tu donnes au groom, dans la manière dont tu vas les traiter dans ton week-end, dans l'accueil, dans la qualité des sols. Tu vois pas pourquoi tu vas mettre 300 000 dans un Grand Prix et que tu vas aller à l'économie pour acheter ton sable. Mais il se trouve qu'effectivement, dans l'image de notre sport actuel, il y a des concours
qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres. On parle d'Aix-la-Chapelle, Cagliari, enfin, c'est vraiment très personnel. Dans les indoors, on a Genève, où là, tu as une autre dimension sportive qu'ailleurs. Mais je trouve Pour que le coup, ça, c'est la stratégie de Rolex. Ils ont fait un grand slam avec presque tous les concours qui auraient pu avoir cette 6e étoile. Stratégiquement, pour cette marque, c'était plutôt un positionnement qui a grandi le sport. bien sûr. Et ils l'ont fait sans attendre cette 6e étoile. C'est pour te montrer que il y a aussi des marques, Rolex en fait partie, je vais pas dire le contraire, mais là c'est pas ma parole d'ambassadeur, mais vraiment ma conviction de cavalier, c'est de te dire que pourquoi ils ont soutenu ces 4-5 concours, parce qu'ils continuent à en soutenir d'autres, c'est que tu as une image sportive qui est à la hauteur de leurs attentes et ce qu'ils veulent transmettre. Donc, forcément, il y a une logique. Ils attendent pas, tu vois, d'obtenir, d'être le premier concours à avoir une 6e étoile pour le faire. Et je pense que c'est même pas leur but. Ce qu'ils veulent, c'est créer un circuit qui soit en harmonie avec leurs convictions. Et leurs convictions sportives, c'est faire moins de concours, meilleure qualité, et que chaque étape soit comme un championnat. C'est-à-dire que tu vas préparer ça comme l'événement du mois ou l'événement des 2 mois à venir. Maintenant, enfin, encore une fois, avant qu'il y ait cette crise que l'on a traversée, tu avais combien de 5 étoiles chaque week-end? C'était très difficile pour la lisibilité. 77 par an en 2019. Voilà. C'était super difficile pour la lisibilité de notre sport de dire que tu avais 3 ou 4 certains week-ends vainqueurs d'un Grand Prix 5 étoiles en même temps. Donc, si tu as quelqu'un qui est assez novice et qui te demande qui a gagné le Grand Prix ce week-end, tu peux donner 4 noms. Parce qu'il y a 4 gars qui ont gagné un Grand Prix au niveau maximum. Alors, bien sûr, pour tirer vers le haut, on pourrait créer cette 6e étoile. Mais des gens qui organisent des concours avec des dotations qui sont déjà bien au-dessus du minima des 5 étoiles, il y en a énormément. C'est-à-dire qu'on est souvent entre 2 et 300 000 euros de plus de dotation générale que ce qui est que le minima pour avoir ce nombre d'étoiles. Donc, d'avoir une dotation supplémentaire pour obtenir la 6e étoile, ça va pas être compliqué. Il y en a énormément qui vont être capables de suivre. Là, je te parle avec juste avant la crise. Là, ça va changer, je pense, pas mal de choses. Mais tu avais cette possibilité-là. Donc, il fallait intégrer d'autres critères pour obtenir cette 6e étoile. On travaillait dessus, ça a été travaillé pendant de nombreuses années par beaucoup de gens. John Madden qui était au Jumping Committee, la FEI a réfléchi. Nous, bien sûr, on essaye de mettre les critères qui sont indispensables de notre point de vue. C'est-à-dire en tant que cavalier, bien sûr, c'est le confort des chevaux, le respect des grooms, l'accueil des propriétaires, d'avoir un super sol, d'avoir des écuries qui sont spacieuses, d'avoir des horaires qui permettent aux grooms de pas finir au milieu de la nuit pour reprendre la première heure au petit matin. Mais il y a aussi d'autres points de vue. D'un point de vue de l'organisateur, il y a certainement d'autres critères. D'un point de vue du sponsor et du partenaire, il y a certainement d'autres critères. Donc, il fallait canaliser tout ça. Et c'est un travail, je pense, de longue haleine. Et on n'avait pas encore abouti à trouver le nombre de critères nécessaires pour attribuer cette 6e étoile. On a eu d'autres acteurs plus récents comme Stéphane Conter qui nous disait, pour reprendre ses mots, que la FEI était une sorte de dictature et qu'il n'arrivait pas à être sur le même pied d'égalité, qu'il trouvait que on crache beaucoup sur le Global Champions Tour, mais heureusement, il est venu dire, bon, ça a quand même professionnalisé le monde équestre entier, apporté beaucoup d'argent, les cavaliers peuvent vivre maintenant bien plus de leur sport, mais il faudrait maintenant tous se mettre autour de la table, et Christophe Hameux nous l'a aussi dit, et puis travailler ensemble pour ne pas avoir à avoir 3, 4, 5 concours 5 étoiles, et puis par week-end, et puis ne plus pouvoir sortir de ça. Lui dit qu'il n'est pas assez écouté par rapport au lien très étroit qu'il y a entre la FEI et le Global Champions Tour. Comment on peut faire pour harmoniser tout ça? Et tu disais, pour la lisibilité de notre sport, il faudrait un 5 étoiles par week-end. Comment c'est possible de faire marche arrière au nom de la compréhension de notre sport seulement? Et je dirais qu'il faudrait même un 5 étoiles ou un événement majeur par mois, comme on peut avoir en Formule 1 ou comme on peut avoir dans tennis ou des choses comme ça. Mais le souci, c'est que il y a énormément de clients. Beaucoup de gens veulent aller au concours, ont les moyens d'aller dans le 5 étoiles, dans l'achat de chevaux, dans la manière de se structurer. Donc,
tant que tu as du client, tu parles le business Économiquement, oui. organiser, au détriment de la qualité. Et Et comment? Alors là, la solution, je pense que Stéphane Conter a certainement plus d'éléments que moi parce qu'il est organisateur lui-même. Mais je pense que d'un point de vue idéaliste, si tu veux avoir quelque chose de plus élitiste, il faut réduire ce nombre. Il faut arrêter cette course de monter dans un avion, descendre, reprendre un autre, où tu perds la saveur. Maintenant, le voyage, il a même plus tellement d'intérêt parce que tu passes du même hall d'aéroport au même hall d'hôtel, au même hall de concours. Et on a aseptisé un petit peu tout ça. Et tu dois redonner de l'authenticité là-dedans et de personnaliser chaque événement, essayer de retrouver une véritable atmosphère là-dedans. Et toi, en tant que cavalier, tu serais prêt à te dire je peux me battre pour un Grand Prix 5 étoiles qu'une seule fois par mois, alors que tu aimes quand même être aux quatre coins du monde et toujours très actif? Alors, le confinement m'a fait prendre conscience que c'était pas être aux quatre coins du monde qui me plaisait le plus. C'est d'être en piste. J'adore la compétition. Je pense que pour préparer ces 5 étoiles, c'est majeur. Il y aura d'autres concours. J'ai envie d'aller au concours tous les week-ends. Mais à l'image d'un championnat, on en a un par an. Si on en faisait tous les week-ends, ce qui pourrait être possible, on dit tiens, on fait un championnat tous les week-ends, on a assez de chevaux, bah tu perdrais de la saveur, ça serait plus un championnat. Et ce qu'on a fait avec le 5 étoiles, avant, tu avais peut-être 7, 8, 5 étoiles dans l'année, puis 10, puis 15, puis 20. Et maintenant, on est arrivé à ce nombre-là. Donc, forcément, ça perd un tout petit peu de sa grandeur. Je veux aller au concours le plus possible. Je veux monter un maximum de chevaux en piste. Je veux continuer à évoluer. Je veux continuer à gagner. Mais ces 6 étoiles dont on parlait, où tu as une surdotation avec un cadre incroyable, quelque chose de vraiment retentissant, tu peux l'avoir une fois par mois, même une fois tous les mois et demi. Mais pour préparer ça, tu auras d'autres 4, 5 étoiles. Même oublions le nombre d'étoiles, tu auras d'autres concours avec beaucoup de dotations qui te permettront de faire ton job. Parce que attention, tu as la partie sportive. On s'est bien rendu compte aussi que tu avais la partie d'entrepreneur qui fait que tu as besoin de faire euh, rouler ton business et que pour ça, les gains en compétition sont importants. Donc l'argent que l'on avait, les dotations globales que l'on avait sur une année en compétition qui était distribuée aux cavaliers, elle était super importante. Il faut pas diminuer ça, mais tu as des événements qui vont être préparateurs pour d'autres et que cette dotation que tu vas avoir sur un week-end dans la préparation te permette justement d'être assez serein économiquement pour aller dans les événements majeurs avec une envie de pureté sportive maximum. Maintenant, chaque 5 étoiles, qu'est-ce qu'on demande? C'est la dotation de la grosse épreuve du premier jour, du deuxième jour, du Grand Prix. T'en oublies les parcours, les mêmes obstacles que tu sautes tous les week-ends, les mêmes chefs de piste, les mêmes cavaliers aussi. Tout le monde, on est là, on est un cirque ambulant et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exactement la même chose tous les week-ends pour l'argent et que pour l'argent. Si tu veux redonner une dimension sportive, il faut que, bien sûr, on puisse vivre de ce sport. C'est super important. On était arrivé à un niveau qui était extraordinaire, qui a été initié par beaucoup de circuits, qui ont commencé à mettre beaucoup d'argent et forcément, ces organisateurs sont montés en compétition entre eux et ont mis plus et plus d'argent. Mais il faut retrouver une valeur sportive avec déjà, encore une fois, ça c'est un gros sujet, d'avoir que des cavaliers qui méritent de faire ces concours-là, qui y participent, qu'on arrête d'inviter des gens qui n'ont pas leur place là-dedans. Et déjà, on aura une autre vision du sport, et qu'après, chaque événement puisse avoir vraiment son histoire, son authenticité, et voilà. Et bien sûr que tous les circuits qui ont été créés sont bons. J'ai participé, je vais au global, je fais pas partie d'une équipe, mais je vais à certaines étapes du global. Je suis dingue du circuit Coupe du Monde, mais ce qui reste, à mon avis, pour tous les cavaliers, un truc incontournable sont ces Coupes des Nations. Il faut arriver à qu'on revalorise ce circuit de Coupe des Nations, qu'on trouve une manière de le remédiatiser et de redonner un intérêt pour tous. Pour l'instant, il y a un intérêt que pour les cavaliers, pour beaucoup de propriétaires qui continuent à trouver énormément de plaisir à voir leurs chevaux participer à ce genre d'épreuve. Les organisateurs, ça commence à être difficile de soutenir ce circuit-là, même s'ils le veulent. Il faut qu'on trouve une réalité économique autour de ce produit-là.
en régulant d'autres circuits très riches. Les sponsors peuvent peut-être injecter de l'argent dans les Coupes des Nations. Et puis, ça remet aussi au centre du jeu les concours nationaux et les 3 étoiles. On voit en Suisse, ils ont des très beaux concours nationaux, 1m50, 1m55. Et l'avenir, ça finalement, on va revenir à ces concours nationaux qui nous permettent de vivre, de préparer, de pérenniser notre activité tout en nous préparant pour le 5 étoiles du mois qui sera très certainement le CSI Hauts-de-France ou l'Espagne ou autre et qui aura cette saveur parce que les sponsors auront plus d'argent à mettre dedans parce qu'ils en mettent moins sur tous les 5 étoiles chaque week-end. C'est possible. Je pense qu'on va retrouver du local, forcément. C'est-à-dire que pour préparer un gros événement, on va réfléchir à moins voyager, à plus structurer et pour être d'autant plus efficace. Je pense que chaque pays, nous en France, on a une chance incroyable. On était le pays qui organisait le plus grand nombre de 5 étoiles à l'année. Donc on a cette chance-là d'avoir des beaux concours, d'avoir une participation supérieure en tant que nation invitante pour les cavaliers français. Donc ça donne plus de chances pour le sport en France. Donc il faut plus songer à une harmonie géographique. C'est-à-dire que tu peux pas passer d'un week-end à Shanghai, aller à Oslo la semaine d'après. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de plus stratégique là-dedans. C'est-à-dire que les chevaux, les mettre dans les avions tous les week-ends, faire je ne sais pas combien de kilomètres dans les camions et tout ça. Et à un moment donné, un manque de réalité là, dans ce que l'on fait. Alors, tant que tu es la tête dedans, tu dis ok, c'est normal, tout le monde le fait, donc pourquoi pas le faire. Mais là, il faut peut-être réfléchir autrement, essayer de retrouver une harmonie. Peut-être on peut se déplacer, continuer à se déplacer beaucoup, mais par étapes, c'est-à-dire que pourquoi pas faire une début de saison où, comme les Américains restent quasiment chez eux sur Wellington, nous qu'on reste plus concentrés sur l'Europe et qu'on passera un week-end à partir à Hong Kong, 2 semaines après à Shanghai, entre deux on a été faire Göteborg. Peut-être que plus se concentrer d'un point de vue européen, peut-être pas que local, mais sur l'Europe déjà, on peut avoir un noyau dur de concours de très très haut niveau qui peut être super intéressant, qui vont préparer à ce CSIO du pays. L'intérêt des CSIO, c'est que c'est un objectif pour une nation. Une fois dans le mois, on a une fréquence plus importante sur les mois de mai, juin, mais c'est assez concentré. Mais si tu répartis ça pour aller jusqu'à la finale à Barcelone, tu as à peu près un CSIO par mois et demi, plus cette deuxième ligue qui essaye de se recréer avec la Fédération européenne qui essaye de vraiment de proposer un circuit intéressant. Donc avoir plus de couples qui peuvent participer à des Coupes des Nations. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. La réflexion, elle doit être générale parce qu'on a besoin quand même de ces concours-là parce qu'il y a énormément de gens qui veulent monter et qui veulent y aller. Là, on va voir avec le redémarrage des compétitions, tu vas voir combien vont rester sur le trottoir à pas pouvoir aller au concours parce qu'il va y en avoir très peu qui vont organiser du 4-5 étoiles dans les mois à venir. Donc, il faut quand même qu'il y ait assez de produits pour tous ces consommateurs. Donc un cavalier comme toi, ces 10-11 semaines de confinement, tu t'es dit, merde, où est le sens dans ce que je fais? Je suis tout le temps dans l'avion, on traverse une crise sanitaire, une crise environnementale. Ce que je comprends, tu te demandes, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Et ok, j'ai pas du tout levé la tête, il serait peut-être temps de changer. Tu en as parlé avec d'autres cavaliers, c'est quelque chose qui revient. On a parlé un petit peu avec Christophe Fameux de ça, effectivement, le voyage des chevaux qui... on parle de l'empreinte carbone assez régulièrement. Dans le concours hippique, il vaut mieux pas compter parce qu'effectivement, on passe de Mexico à Shanghai en passant par Paris. Là, le confinement, t'as mis un peu une claque à ce niveau? Ouais, c'est un sport qui est absolument pas écolo. Tu vois juste à la fin un cavalier sur un cheval sur une piste en herbe et t'as l'impression que c'est le sport le plus green du monde, mais pas du tout. Quand tu sais le nombre de camions qu'il faut pour amener les chevaux, amener le matériel, les trucs, et puis déplacer sans logique aucune, week-end après week-end, non, c'est quasiment une aberration. Mais c'est vrai qu'on a vécu là-dedans. Mais je suis pas du tout le premier à dire ça. T'as eu Christophe dans un live. On a vu pas mal d'interviews quand même du premier concerné sur justement cette organisation qu'a fait Hong Kong, Paris, New York, Los Angeles à l'époque et tout ça. Donc
as cette mondialisation qui fait que tu as envie d'être visible partout, mais on doit retrouver une logique aussi là-dedans et que les déplacements soient peut-être plus par région du monde au départ. Pour une grande finale, cette grande finale de Barcelone, par exemple, elle a du sens, où chacun doit se qualifier dans sa zone, et après tu as un regroupement. Il y a tellement de bons cavaliers partout que tu peux pas les avoir tous les week-ends sur le même concours. C'est pas possible. Alors, je comprends que pour un organisateur, un sponsor qui va faire un événement de qualité, il va avoir tous ces cavaliers-là tous les week-ends. Mais on doit pouvoir trouver une alternative. En tout cas, dans le dessin d'une saison de concours, on doit pouvoir géographiquement réguler un petit peu tout ça. Je vais prendre quelques petites questions avant de te quitter. Une question de Pauline. Quelle est ta plus belle victoire? Tu as évoqué tout à l'heure Lexington, un bon souvenir, mais est-ce qu'il y a une plus belle victoire, un plus beau moment équestre? Bon, les Jeux de Rio quand même, c'était bien. Encore une fois aussi pour l'histoire, pas que pour le résultat, c'est-à-dire que Oui, il y a eu c'était. des péripéties au départ, on connaissait avec la blessure de Ryan, avec les problèmes qu'a rencontré Flora au tout départ, puis la chute de Pénélope le premier jour. On s'est dit ok, c'est quoi ce truc? Et je pense que c'est ce qui a canalisé notre envie de se surpasser. C'était au moment où le premier cavalier de l'équipe est rentré dans la première manche du par équipe, on s'est dit ok, maintenant de toute façon, il peut pas nous arriver pire. Donc, on va donner le maximum. Et voilà. Donc, je trouve que à toute belle victoire, il y a une histoire derrière. Et moi, c'est l'histoire qui m'a marqué. Et je me souviens de chaque émotion, de chaque moment. Même pas des parcours. Les parcours, tu t'en souviens parce que tu les revois. Mais c'est plus les détentes, c'est plus regarder, enfin, le regard que j'avais sur mes coéquipiers, les dîners qu'on avait dans le village. Ces détails-là, j'en oublie pas un instant. Mais donc c'est vraiment l'histoire qui m'a marqué, comme l'histoire de Lexington pour Alex Silvana avec le premier jour et contraste complet avec l'épreuve par équipe. Laura demande des anecdotes sur Rio. C'est vrai que Ryan blessé, Flora qui est assez mal en point au tout début et qui se révèle être en pleine forme à la chasse. Vous êtes champion olympique après le parcours de Bosty, il me semble, mais personne n'était trop au courant, personne comptait. On voit tout le monde s'affoler un petit peu partout. Est-ce qu'il y a une anecdote à raconter là-dessus? Il y a, bah, je pense qu'il y a eu le souci avec Flora. Bien sûr, c'est super réglementé, ce sont les Jeux Olympiques, donc à part les grooms et de temps en temps un vétérinaire, personne n'avait le droit de rester dans les écuries, en tout cas dans les enceintes où les chevaux étaient. Et là, Pénélope voulait absolument rester avec sa jument, donc il a fallu avoir des dérogations. J'ai voulu rester avec elle aussi pour la soutenir, enfin au moins, même si j'étais pas d'un grand soutien, mais au moins être là si il y avait un autre problème. Et donc c'était de se retrouver allongé sur les matelas de protection que tu mets après dans les camions et tout ça, quand les chevaux tapent, des kickpads, allongé là-dessus avec une serviette, je ne sais plus qui traînait comme ça à dormir aux écuries. Et ça, c'était la veille du premier jour de compétition. Ou la veille de la warm-up, mais en tout cas. Ça n'a pas été le sommeil le plus régénérateur, mais ça fait partie de ces anecdotes qui te disent que quand on est là, quand tu es allongé sur ce truc là au sol, à attendre que la meilleure jument de l'équipe te dise si elle va pouvoir sauter ou pas, là, la médaille d'or, elle est loin. Elle est loin. Et on se dit pas c'est foutu. Qui ou quoi fait que ok, on se remotive et on se dit mais tout reste à jouer. Parce qu'ensuite Pénélope chute, donc j'imagine encore une hésitation, un gros doute qui plane dans l'équipe. Comment on y croit jusqu'au bout? Ben, ce qu'il y a, c'est que la chute de Pénélope, ça a été mais la La cerise sur le gâteau. l'accumulation d'hécatombes qu'il y avait jusque-là. Elle faisait un parcours incroyable. Il y a pas de chasse et d'arrêt chrono classique, mais qui te permet plus de te donner l'ordre de départ pour les équipes et puis quand même en sélectionner certaines. Mais chaque jour, tu repars à zéro dans ces jeux. Donc, ça n'avait pas un impact terrible. C'est pour ça qu'elle a pu repartir et que le lendemain et tout. Mais elle faisait un parcours, la jument, c'était formidable. La jument trébuche. Et Pénélope était tellement lâchée qu'elle faut qu'elle passe par-dessus, mais c'était comme un truc, tu te dis c'est improbable.
c'était un obstacle qui était face à l'entrée de piste. Donc nous, on était tous en face d'elle. Et voir ça, c'était une incompréhension totale. Mais une fois que c'était passé, ok, pareil, Pénélope sort, après les discussions, mais tu veux parler de quoi? C'est le truc. Techniquement, il n'y a aucune explication. C'est juste la malchance à l'état pur. Et le lendemain, ok, ben, on était 4 cavaliers encore, 4 chevaux, on pouvait repartir. On avait autant de chance que les autres, même si on avait eu tout ça avant. Il y a 2, 3 équipes qui rigolaient, d'autres qui avaient de la compassion. Mais nous, on avait juste une seule envie, c'est de bouffer ces 2 épreuves, de donner le maximum et de rentrer chez nous après tout ce qui s'était passé, mais de rentrer chez nous dignement. Et donc voilà, ça a été le début de la manière dont on s'est transcendé pour obtenir ça. On a une question par rapport à ton piquet de chevaux actuel. C'est vrai qu'on voyait Viking très bien jusqu'au confinement. Chepeta aussi. Tu reconstruis un piquet de chevaux 5 étoiles? Ouais. J'ai vraiment beaucoup de chance. Enfin bon, ça y est, je vais arrêter de parler de chance, mais ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Je pense que j'ai une écurie qui me permet de revenir au meilleur niveau. Si j'y arrive pas, c'est que je suis plus assez bon, mais ce sera pas à cause des chevaux, parce que j'ai vraiment des chevaux qui sont formidables. Donc je suis très motivé. J'ai Viking effectivement qui est celui avec lequel j'ai le plus d'expérience. J'ai Chipeta qui vient d'arriver, qui a eu un succès incroyable avec Céline, et donc qui elle a prouvé qu'elle pouvait faire du haut niveau. À moi de bien m'entendre avec elle. J'ai Vegas de la folie, qui est un cheval qui m'a été confié par Jean, qui montait Jérôme Murel avant, donc qui a aussi un très bon niveau, 4-5 étoiles, mais il faut encore une fois que je me mette avec. J'ai Visconti, qui est une jument que m'a confié Françoise, qui est géniale, que j'aime beaucoup, qui a eu des bons résultats à Doha. On a besoin de trouver un tout petit peu de stabilité dans les résultats, mais elle a un potentiel formidable. J'ai Tolède, qui a aussi eu plein de résultats avec Tony Cadet avant, et qu'on m'a confié. Et il a fait une belle ligue, il croit beaucoup, et moi aussi. Et puis j'ai toujours Fort Joy, évidemment, et puis plein d'autres chevaux, des jeunes derrière. On essaye de structurer pas mal. J'ai une cavalière, la fille d'Éric Navet, Estelle, qui Oui, monte vous en avez parlé. depuis quelques mois, et puis qui est vachement impliquée, qui est super motivée pour essayer aussi de former des jeunes chevaux, qu'on ait aussi une pseudo-activité commerciale, parce que c'est important de stabiliser tout ça. Donc non, il y a une très belle, il y a du potentiel. Maintenant, il faut que je l'exploite correctement, mais je suis motivé. Je l'étais en me réinstallant chez moi. Je pensais pas que ça allait revenir aussi rapidement. Mais là, ok, j'ai des super chevaux, à la fois des chevaux expérimentés comme Viking et Fort Joy, et puis d'autres vraiment comme voilà, Visconti, Tolède, Vegas, Chepeta, où ça normalement, si je suis pas trop maladroit, ça devrait être bien. On a Philippe Rosier qui dit bien dit mon champion par rapport à ce que tu as dit sur Rio. Jean-Maurice Bonneau qui a vécu de RRS 2001, championnat du monde avec toute son équipe, nous disait que 20 ans après, un seul regard et c'est limite des étoiles dans les yeux, parce que on associe tout le monde. Enfin, c'est 4 mousquetaires, c'est 5 mousquetaires avec le sélectionneur. C'est des choses incroyables. Il y a pas de mots. Est-ce que quand tu revois Philippe, c'est encore trop tôt pour se dire purée, tout ce qu'on a vécu, ou il y a ce lien qui a été créé dès le jour de cette médaille? Non, je pense qu'il y a un lien, honnêtement. Ça paraît con de dire ça, et je suis vraiment anti-sentimental. Donc, moi, je suis tourné vers l'avenir, à ce qu'on peut gagner encore. À chaque fois que je vois Philippe, Bosti et Pénélope, ouais, on est de la même famille maintenant. Et c'est un truc que tu l'expliques pas. C'est comme ça. J'ai eu ce sentiment-là aussi dans d'autres championnats avec d'autres coéquipiers. Mais ce truc-là, la manière dont on l'a vécu, avec toutes ces péripéties, ouais, je pense que on est là, il y a la famille de Rio, elle existe encore. À vie, il dit. Juste une petite dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, finalement, c'est un peu une question que je pose pour conclure, mais un jeune ou moins jeune, parce que, bon, je rebondis sur autre chose, mais Michel Sorg, qui est le futur sélectionneur de l'équipe suisse, nous disait, on parle toujours des jeunes, mais il y a aussi des cavaliers de 40, 50 ans qui ont peut-être un cheval
et qui sont sortis des radars, alors que en leur donnant un petit coup de pouce, ils pourraient aussi se révéler. Ils sont plus jeunes sur le papier, mais ils peuvent aussi apporter quelque chose à l'équipe de France ou à l'équipe de Suisse. Mais donc, toi, si tu devais donner des conseils à un jeune ou moins jeune qui souhaite réussir dans le cheval, dans la vie, parce que bon, on sait que tu es assez érudit, en tout cas, tu aimes la culture et te renseignes sur beaucoup de choses. Quels sont les mots-clés finalement pour réussir? Bah, déjà, félicitations à Michel parce que je lis pas la presse, donc j'étais pas au courant qu'il allait devenir le sélectionneur de l'équipe suisse. C'est cool, c'est super, bravo. C'est vrai que c'est Euh, un beau parcours à son âge. Et puis la Suisse, qui fonctionne totalement différemment. C'est un manager qu'on met et bien qui est sûr, épaulé. bien sûr. Non, mais c'est super. Je suis très très content pour lui, donc respect et tous mes encouragements. Mais ça va, il a deux trois bons cavaliers dans son équipe. Je me fais pas de soucis pour eux. Euh, Sinon, ouais, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Il y en a pas et tellement à la fois. C'est-à-dire que si tu t'inspires de ta propre expérience, la mienne, ça a été de jamais renoncer. Comme on dit en anglais, don't give up. Et c'est le truc qui est, je pense, propre à chaque sportif ou chaque personne qui a réussi ce qu'il a voulu entreprendre. C'est que tu as des embûches, des périodes où rien ne se passe comme tu veux. Il y en a plus que de bonnes. Il faut le savoir. Et que pourquoi à chaque fois que l'on parle d'une grande victoire, il y a toute cette histoire avec toutes ces embûches derrière, c'est parce que ça te montre que quand tu veux aller obtenir quelque chose, il faut que tu donnes ce petit supplément qui est la technique que tu as, qui est l'envie que tu as au départ, qui est le soutien que tu as de plein de gens, mais à la fin, tu es seul face à une putain de bataille. Et là, il n'y a que les tripes qui te font obtenir ça. Et d'ailleurs, tu vois, dans les championnats, je pense pas que tu l'équitation la plus pure forcément chez certains cavaliers, mais tu as une rage qui est incroyable. Et donc, je pense que cette rage-là, elle n'est pas qu'au dernier moment quand tu es en piste pour aller gagner un gros championnat, parce que ça c'est vraiment la finalité de tout ton parcours, mais elle est depuis le départ. On voit combien de gamins commencent à monter à cheval maintenant, combien sont bons à poney, combien sont bons juniors, combien sont bons jeunes cavaliers, combien vont trouver une place après dans une écurie, on va avoir la chance même de faire un parcours par semaine. Il y en a très peu par rapport à la qualité des cavaliers qu'il y a au départ. Ce qui va faire la différence, c'est l'abnégation, c'est l'énergie que tu vas mettre chaque jour en permanence, et que cette énergie-là, elle n'atteint jamais la passion que tu as pour ce que tu fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te lever, tu vas être content d'aller monter, tu vas être content de caresser un cheval. Ça, tu dois pas le perdre. Cette énergie, elle est importante parce que tu te bats au quotidien pour y arriver, mais cette bataille, et c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure avec ce système de 5 étoiles tous les week-ends, elle doit pas te faire oublier que pourquoi tu fais ça. Tu fais ça parce que tu aimes monter et que tu aimes être dans ce milieu du cheval. Donc c'est tout. Je pense que c'est de trouver ce fragile équilibre entre l'énergie démesurée que tu vas mettre à obtenir quelque chose sans perdre tes valeurs. Eric Navel nous disait, je ne comprends pas pourquoi on dit je vais aller travailler mon cheval. On devrait tous dire je vais aller travailler avec mon cheval. Et rien que le fait de le dire, ça changeait tout dans la relation qu'on a avec l'animal. Oui, bien sûr, il y a énormément de psychologie derrière tout ça. J'ai vu Michel Robert à une époque au Sunshine Tour faire travailler les cavaliers en leur disant mais souris, tu dois sourire à cheval. Si tu montes, c'est parce que tu es contente, tu dois pas avoir peur. Alors bien sûr, il y a des moments où tu as un maximum de concentration, donc ça te transforme aussi, je dirais, physiquement, mais la plupart du temps, quand tu trottes, tu galopes, tu dois sourire. C'est un plaisir avant tout. Et c'est vrai que c'est ce qui unit tous les gars et les femmes, hein, quand je dis les gars, c'est parce que je nous comprends tous là-dedans. C'est cette passion commune que tu as pour le fait de monter, cette envie de travailler un cheval, cette envie. Alors chacun à sa manière. Il y en a qui préfèrent le faire tôt, d'autres plus tard, mais les mêmes en tout cas. Tu partages le même truc, c'est cette envie de monter et ce plaisir que tu as là-dedans. Neko nous disait observer, c'était son mot-clé avec le fait de ne pas oublier l'histoire équestre qu'on a sur un paddock. En fait, une Bible, on ouvre un livre et il y a tout décrit devant nous, toutes ces expériences. Et si on arrive à bien les exploiter, on peut juste, en regardant des heures et des heures et des centaines d'heures sur un paddock, monter pour la première fois sur un cheval et être bon, voire très bon. Je pense que tu as, bien sûr, et on le voit dans la culture de l'équitation française, tu as
depuis des siècles et des siècles, des écrits, des preuves de ce qui a déjà été fait. Donc, on n'invente rien. Tu dois t'inspirer de ce qui a déjà été fait, ça te fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'il y a cette recherche sur la biomécanique du cheval, sur le geste sportif du cavalier. Tu as plein de choses qui ont déjà été faites. Ce que tu fais, toi, c'est juste le prendre, l'intégrer et peut-être de temps en temps le revisiter. C'est ce qu'on appelle ta touche personnelle, ton style à cheval. Tu vas prendre ce qui te correspond vraiment, mais j'ai eu la chance de travailler avec des dresseurs, pas des dresseurs de dressage, des dresseurs de chevaux purs, ceux qui vont les débourrer. C'est la même pour toutes les disciplines. Que tu fasses du dressage, du complet, mais même de la tauromachie, du polo, des chevaux. Un cheval, il bouge de la même manière au départ, il fonctionne exactement. Alors après, bien sûr, grâce à l'élevage, tu as amélioré génétiquement ou tu t'es servi de potentiel pour sauter ou pour aller plus vite ou des choses comme ça. Mais un cheval, à la base, il fonctionne de la même manière. Donc, toi, tu vas pas changer ça. Tu vas juste essayer de l'orienter vers ta discipline et après, de cette méthode qui a déjà été écrite par tant d'autres, de la faire tienne. À un moment donné, tu dois monter avec tes convictions, même si cette base, elle est commune. Eh ben, merci beaucoup, Kevin. C'était la dernière question. C'était très chouette. On enregistrera ça, puis on le mettra sur YouTube. Et puis, on espère te revoir très vite en concours. Merci beaucoup, Ok, Kevin. merci, au revoir, bonne Bonne soirée. soirée.